Alors bonjour à tous les deux, merci de votre présence. Je tiens à préciser que Marius vient de très loin pour cette conférence, donc on peut le remercier. Merci pour votre venue, il tenait vraiment à être parmi nous. Je vais tout d'abord commencer à vous poser cette question. Je vais vous demander de vous présenter, de nous parler de vos missions au sein de vos entreprises respectives. Donc on commence par vous, Philippe. Volontiers. Je suis Philippe Runauer et j'interviens aujourd'hui en tant que créateur et aussi président de l'association La Fresque du Plastique. On a repris le modèle de la fresque du climat, mais pour amener les gens à s'interroger et à découvrir le cycle de vie du plastique. Je suis aussi consultant indépendant sur les enjeux du plastique et j'aimerais dire mon sujet d'intérêt, c'est l'écologie industrielle du plastique. D'accord, ça se matérialise comment cette fresque du plastique ? La fresque, comme beaucoup d'autres fresques, c'est un atelier qui se joue avec un jeu de cartes, mais surtout une équipe de participants. Et les participants autour de cette table vont échanger, débattre pour ensemble reconstituer le cycle de vie du plastique et ce faisant soulever les questions et les interrogations qu'ils ont sur ce sujet. Marius, je vous ai présenté en tant que fondateur et directeur de Via PackagingGung. Mais c'est pas ça apparemment, j'ai vu sur la slide. Non, en fait, c'est deux choses-là. Ah, d'accord. J'ai les deux. Vous avez les deux, ça va, ça me rassure. Exactement, non, c'est très bien. C'est Via Packaging, c'est ma boîte. Et en plus, on a créé une plateforme. D'accord. C'est quelque chose qui a manqué sur l'emballage. Depuis des années et des années, j'avais pensé à ça. Ça peut être cette année, depuis que je pense là. C'est vraiment le place. Rapprochez votre micro. C'est vraiment le place où est-ce que les gens peuvent y aller. Tous les gens qui touchent l'emballage pour trouver des informations, pour trouver des insights, pour trouver tools et aussi pour trouver des solutions qui sont très spécifiques pour PPWR. Très bien. Bon, on va y venir après. Vous allez nous en dire plus et on Tout va à fait. pouvoir profiter de votre expertise notamment. Alors, j'aimerais, Philippe, que vous m'apportiez votre éclairage, comme on le fait sur chaque... On a eu l'occasion de parler des différents matériaux, les emballages métalliques, mais aussi du verre. Là, j'aimerais que vous apportiez votre éclairage sur la situation actuelle de l'utilisation des plastiques, notamment dans l'emballage. On sait que c'est décrié, mais voilà, il peut y avoir aussi des idées reçues. Quel est votre avis et surtout votre expertise ? Alors, on est d'accord qu'on lance le quiz à ce niveau-là. Je vais vous donner, plutôt que vous donner mon avis, on va commencer par regarder les choses un peu de fond ensemble. Et du coup, je vous propose, si vous voulez bien les participants, vous connectez, je vous propose de faire un quiz. Hop, je passe. On a besoin des portables. Très bien. Si vous avez un portable, je vous invite à scanner ce QR code et on va faire ensemble. Je vais me lever, ça sera plus Allez-y, je vous amusant pour animer le show. Donc, si vous voulez bien, connectez-vous. Quand vous êtes connecté, vous pouvez appuyer sur le pouce pour pour liker, pour me montrer que vous êtes bien là, présent. Merci, super. 9 personnes, déjà 10 personnes, 11 personnes, super. 12, on approche. Encore quelques secondes. Donc on va ensemble réviser quelques grands ordres de grandeur sur l'économie du plastique, des choses qu'on revoit avec la fresque du plastique, mais que j'ai envie de revoir avec vous parce que plutôt que de vous donner mon avis, je vais vous donner l'occasion de vous faire votre propre avis à vous. C'est parti ? Alors, c'est pas encore une question, pour l'instant c'est une introduction. Je vous propose que les deux, on va faire un quiz, il va y avoir un concours. Les deux meilleurs, je vous offre volontiers une place pour participer à la fresque du plastique à la fin. Ça vous va ? Alors, cette carte, c'est une carte importante de la fresque du plastique. On voit ici les projections de production de plastique dans le monde. Et vous pouvez voir qu'entre 1950 et 2050, on a cette courbe exponentielle dans laquelle nous sommes toujours. On est clairement toujours dans la phase de croissance de la phase exponentielle. Et selon l'OCDE, on était à 460 millions de tonnes de plastique en 2019. On est à peu près à 550 millions de tonnes par an. Comme vous n'avez probablement pas une idée de ce que ça représente, 460 millions de tonnes de plastique, je vous propose un petit jeu. La première question. C'est parti. Alors, la masse de la population, si on compare cette production de plastique de 460 millions de tonnes à la masse d'une population, est-ce la masse de la population européenne, la masse de la population française, la masse de la population de l'Asie ou la masse de la population de la planète entière ? Alors, la bonne réponse, c'est la population de la planète. On produit chaque année à peu près la masse
en masse de plastique la même masse que la population de la planète en être humain. Alors, juste un instant, il y a Philippe, il y a des personnes qui nous rejoignent. Est-ce qu'elles peuvent encore se connecter? Il faut qu'on revienne en arrière, je sais pas. C'est possible? Est-ce que vous voulez interagir avec votre portable? Je vois que vous venez de nous rejoindre. Non? Non? On va avancer dans ce cas-là. Est-ce que vous voulez nous rejoindre, monsieur? On fait un petit quiz. Oui, avec votre téléphone portable. Est-ce que vous voulez jouer avec nous? Oui? Ok. Allez, on y va. Dans ce cas-là, vous pouvez vous rejoindre en vous connectant sur menti.com et utiliser ce code qui vous permettra de rejoindre en ce moment-là. Vous avez votre portable? Alors, regardez. Hop. Non. Non, ou sinon, vous allez en régie, on va vous donner les éléments. Attendez, on va faire comme ça. Ouais. On va voir ce que ça donne. Du coup, vous pouvez scanner ce QR code, monsieur, s'il vous plaît. Allez-y. Merci pour les pouces. Et je vois qu'il y a des retardataires encore. Merci pour ces pouces. Ça marche pas? Si? C'est bon? Allez, on peut enchaîner. Ok, donc on a posé cette première question. Donc à retenir, la quantité de plastique, ça correspond à la masse de la population humaine chaque année. Du coup, on vous demande de... on a eu la réponse du coup. La question suivante, on l'a grillée. Vous pouvez voter. À votre avis, quels sont les plus grands? Vous êtes en train de voter là? Oui, c'est ça. À votre avis, quel est le plus grand consommateur de plastique? Ou plus précisément, est-ce que vous pouvez classer du plus grand au moins grand les consommateurs de plastique? Vous avez vos votes en direct qui s'affichent. Donc vous pensez que les constructions et les textiles sont ex aequo et consomment à eux plus de plastique? Je crois que j'ai bien fait de poser cette question. On y est? Je passe la réponse. La réponse, non, c'est l'emballage. L'emballage est de loin le plus gros consommateur de plastique. C'est entre 30 et 40% des plastiques mondiaux utilisés. D'où l'importance, et merci beaucoup de m'inviter pour faire cette présentation ici. L'emballage est clairement un très gros consommateur de plastique et c'est aussi le secteur d'industrie qui utilise le plastique avec la durée de vie la plus courte. Ça ne sera pas une surprise pour vous. Voilà. On va en reparler juste après. Il y a de très bonnes raisons à ça. Il n'y a pas de doute. Le plastique, c'est un matériel super pour faire de l'emballage. Mais on va voir qu'il y a quelques enjeux quand même. On continue. Deuxième question. Donc, je rappelle de voter rapidement. À l'échelle de la planète, quelle est la fin de vie majoritaire des objets en plastique et en particulier des emballages? Est-ce qu'il s'agit de recyclage, de compostage, d'incinération, de décharge? C'est une question assez facile, ça, malheureusement. Tout le monde a voté, parfait. Donc, plus de la moitié des plastiques à l'échelle mondiale finissent en décharge à l'heure actuelle. La source qu'on veut ici, c'est que Volontiers Plastics. En France, c'est 21% des emballages qui finissent encore en décharge, auquel on rajoute 4% d'emballages qui sont abandonnés. Et dans le fond, si on regarde cette pyramide sur la gauche, la partie qu'est-ce qui voudrait mieux faire de ces déchets, si on regarde la réalité de la chose, on fait l'inverse. Vous voyez cette pièce montée, pas très rigolote, elle montre simplement que la plupart des plastiques finissent en décharge. Et c'est important de considérer à l'échelle mondiale. Maintenant, une question importante. Est-ce que vous connaissez le taux de pourcentage de plastique recyclé à l'échelle mondiale, entre 0 et 100? Ok, je vois des réponses. On est étagé entre quelques pourcents et 50%, grosso modo. Tout le monde a répondu. On y est. Merci pour ces réponses. La réponse est 6%. Il n'y a que 6% des plastiques qui finissent comme plastique effectivement recyclés à l'heure actuelle à l'échelle de la planète. Vous savez que pour les taux de plastique recyclés en France, pour les emballages, c'est à peu près 20% en ce moment. Donc si on prend tous les plastiques à l'ensemble de la planète, on descend qu'à 6%. Est-ce que c'est assez? Certainement pas. Du coup, on a un résultat intermédiaire. Bravo à Beyoncé et Belle qui mènent la danse. Donc il va nous rester deux questions qui sont des questions de rapidité parce que ce pas des questions compliquées, donc accrochez-vous bien. Allons-y pour la question de vitesse. Dans quel secteur de l'activité va avoir ce cadre d'activité profondément impacté par la PPWR? Vous avez probablement déjà entendu parler de ça.
Tout le monde a voté. Bon, je ne donnerai pas mis la réponse, mais sans surprise, c'est l'emballage, hein, bien sûr. Dernière question. Ah, attendez, pardon. Question 4. On est prêt. Et est-ce qu'il y a un traité gouvernemental en ce moment en cours à l'échelle mondiale? Est-ce que la réponse est sur la pollution plastique? Est-ce que la réponse est oui ou non? Tout le monde a voté. Donc, on va voir la réponse. La réponse est évidemment oui, on a déjà passé ça. Il y a un traité, on reparlera plus tard. Et du coup, les vainqueurs de notre quiz sont Belle, bravo, et Léa. Je vous invite à me rejoindre après, on pourra voir la suite des choses. La fresque du plastique, ça ressemble à ça, si je peux prendre juste encore 30 secondes de votre attention pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc voilà un panorama un peu global. L'emballage est un gros utilisateur d'emballage de plastique. Le plastique, pourquoi est-ce qu'on en est là? Et je pense un peu la suite de ce qu'on va dire. Le plastique, c'est un matériau fantastique pour faire des emballages, il n'y a pas de doute. Il est extrêmement efficace. Le plastique, pourquoi il est efficace? Il coûte pas cher. Parmi tous les matériaux, c'est vraiment un des matériaux qui coûte le moins cher. Il est extrêmement polyvalent. Pensez à la vitesse et à la qualité avec laquelle on arrive à mettre en œuvre le plastique. Il est aussi très propice au design. Il permet de faire énormément de choses. Et c'est pour ça qu'on a tellement choisi ce plastique. Le principal problème du plastique, c'est qu'il souffre d'avoir autant de qualité. On a simplement oublié qu'il fallait faire attention à tout ça. Tous les plastiques qu'on utilise à l'heure actuelle, eh ben, on n'a pas simplement, quand on fait trop d'usage unique, le plastique est simplement un matériau trop bon pour faire de l'usage unique. On fait trop d'usage unique et on génère beaucoup trop de déchets. Donc, le problème du plastique, c'est pas tellement le plastique lui-même, c'est l'usage du plastique qu'on fait à l'heure actuelle. Et donc là, on a évoqué les forces et les faiblesses du plastique. On peut parler de l'aspect législation ou vous aviez encore des choses à ajouter sur les forces et faiblesses? Je pense qu'il y a une chose qui est importante. Je vous invite vraiment à penser à une chose, et pour moi, c'est vraiment le fondement de la philosophie qu'on cherche à penser. N'oubliez pas de penser que les plastiques qu'on utilise en ce moment n'ont pas été pensés pour être recyclés. On utilise des plastiques qui ont été inventés avant les années 50, à un moment où ce problème n'existait pas du tout. Et on les a développés pour arriver à en faire des machines de guerre pour faire des emballages à usage unique. Donc on a d'excellents plastiques pour faire des emballages à usage unique. C'est pas forcément la bonne réponse pour en faire des matériaux qu'on recycle. Penser le futur du plastique, penser le futur d'emballage, c'est à penser quel matériau j'ai besoin pour faire demain des emballages qui se recyclent parfaitement, des emballages qui soient très très bons, parce que dans le fond, les qualités du plastique, ce serait dommage de s'en priver. Et du coup, c'est vraiment ce que j'essaye de dépoussiérer aussi avec la fresque, j'essaye de se dire, il y a d'autres leviers à trouver pour arriver à améliorer notre relation avec le plastique. C'est clair qu'on ne peut pas continuer à l'utiliser comme on le fait à l'heure actuelle, mais c'est clair aussi que ça serait, je pense, une erreur pour l'humanité de tourner définitivement le dos à cette matière. Il faut simplement qu'on fasse un peu l'inventaire de où on en est, quels apprentissages et qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette expérience-là. Eh bien, merci beaucoup. Donc, Marius, je fais appel maintenant à vos qualités d'expert en termes de législation sur les emballages en plastique, mais aussi les enjeux pour se mettre en conformité. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, si tout à fait. Et je dois être au début pour ça. On va parler de la plastique et la réglementation. Je dois faire quelque chose en effet. Je suis un packaging developer. Qu'est-ce que je vous présente? C'est vraiment la perspective d'un packaging developer. Comment je vais structurer la présentation en effet? On va commencer avec le contexte et après je vais montrer qu'est-ce qu'il doit faire et à la fin qu'est-ce qu'il veut vraiment suivre de près. Mais l'idée c'est vraiment comment transformer les défis qu'on a aujourd'hui dans l'opportunité. Parce qu'on a vraiment une vague de changements réglementaires en matière d'emballage plastique. Et encore, je m'excuse d'avance, j'espère que vous acceptez mon accent. Il est parfait votre accent, avec plaisir Marius. J'essaie mon mieux. D'accord, on va commencer avec... Ça ne bouge pas. Bon. Ça bouge. Le contexte. On a plein de régulations sur l'emballage plastique. On a les choses au niveau global. UN Global Plastic Pollution Treaty, c'est exactement ce que Philippe a dit. On a plein de choses au niveau européen. On ne commence pas avec PPWR. En effet, on commence avec European Green Deal. Parce que ça, c'est l'umbrella de tout qu'on a là.
Et après, on a single-use plastic, on a plastic for food contact, on a recycled plastic in food contact applications, on a REACH, on a vraiment plein d'autres choses. Et en plus, on a vraiment les choses qui vont transformer toute l'industrie pour les prochaines 5-10 années et les années qui vont suivre, c'est le PPWR. Et pensez là, en PPWR, on a vraiment un myriade de requirements sur l'emballage plastique. Par exemple, on a recycled content. Il faut vraiment avoir, par exemple, pour les sensitive applications, ça veut dire direct food contact, il faut avoir 10% des matériaux recyclés jusqu'à 2030. Food contact, c'est quelque chose qui s'applique beaucoup au plastique. L'autre chose qui est très importante aussi, recyclability by design. On va avoir les grades de recyclabilité. Et les choses qui vont accepter, l'autre chose qui ne sont pas acceptées, s'ils sont au-dessous d'un seuil de recyclabilité. Et en plus de ça, il faut recyclable à l'échelle. Ce n'est pas seulement qu'il faut être en practice, en théorie, il faut être recyclé aussi en practice. On a aussi des mesures, par exemple, de minimisation. On a reuse aussi. Si on regarde sur l'emballage, il y a plein de reuse solutions. Et si vous regardez le Waste Management Directive, parce que PPWR, le Waste Management, PPWR, c'est exactement en ligne avec ça, en effet. PPWR pousse exactement les mesures qui sont dans cette pyramide. D'autres choses là. EPR, Extended Producer Responsibility. Il y a plein de pays qui maintenant regardent comment il faut faire le eco-modulation. Il y a plein de pays qui pensent aussi comment il faut couvrir avec EPR, qui s'appelle REP en France, pour couvrir le full net cost. Ça veut dire le cost de collections, le cost de sorting et aussi le cost de recyclage. D'autres choses, on a PFAS, Substances of Concern. Il y a encore des choses là, il y a des seuils qu'il ne faut pas dépasser. Et il ne faut pas oublier aussi en effet d'autres mesures parce que là sont vraiment des key requirements. On a parlé global, on a parlé de l'Europe et maintenant on va passer à national. Et ça, c'est là où est-ce que les choses commencent en effet. Parce que si vous regardez, dans tous les pays, il y a une loi. Il y a un GEC en France, il y a une loi en Allemagne, il y a une loi en Pays-Bas. Dans tous les pays, il y a quelque chose pour l'emballage. Une loi pour l'emballage, c'est packaging and packaging waste d'habitude, sont cette loi-là. On a EPR aussi, comme on avait parlé, REP, ça devient de plus en plus important dans tous les pays. Deposit Return System, ça commence. On a plein de pays maintenant qui sont en train d'implémenter. On a la Roumanie qui a implémenté il y a un an. Il y a d'autres pays qui pensent déjà d'implémenter ça l'année prochaine. Ça vient de plus en plus. Il y a aussi la France qui teste ça dans les 4 régions déjà, cette année-là. D'autres choses, labeling, marking, l'étiquetage. Il y a plein de lois qui sont différentes. Si tu regardes dans chaque pays, en France c'est Triman, dans notre pays il n'existe pas Triman, mais il existe d'autres choses. Il y a plein de choses qu'il faut faire attention. Tu ne peux pas regarder maintenant, ça s'applique surtout en Europe. Non, il faut vraiment connaître la législation dans chaque single pays de la communauté européenne. On a après le plastic tax. C'est implémenté déjà en quelques pays, quelques-unes. Ce n'était pas implémenté en d'autres, mais ça peut venir aussi partout. Et encore plein d'autres choses. Pour résumer, vraiment, il y a plein de réglementations sur l'emballage, il y a plein de réglementations sur le plastique aussi. La deuxième chose, en effet, mais qu'est-ce qu'il faut faire? On a discuté vraiment de la vague de réglementation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et maintenant, c'est vraiment la perspective des gens d'emballage. Vraiment, la plus grande chose, je pense qu'il faut faire, c'est vraiment de transformer l'agilité. Les choses, la métier d'ingénieur d'emballage, la métier de tous les gens qui touchent l'emballage aujourd'hui, n'a rien à faire avec cette métier-là il y a 5 années, il y a 10 années auparavant. Mais il doit être vraiment agile. Et ce n'est pas plus un job, c'est vraiment une mission, à mon avis, aujourd'hui. Les 3 choses qu'il faut faire, d'un côté, dans le passé, en effet, la réglementation, c'est toujours une affaire pour régulatory. C'était soit pour régulatory, soit pour procurement. Et d'habitude, les gens d'emballage laissaient ce département pour faire le truc en effet. Ils ont fait le développement, et avec leur aide parfois. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut vraiment changer?
tu ne peux pas, à mon avis, ça c'est vraiment mon avis, tu ne peux pas développer un emballage aujourd'hui sans connaître très, très bien la réglementation. Et encore, il faut connaître la réglementation globale, il faut connaître la réglementation européenne et surtout, il faut connaître la réglementation dans chaque pays. Et si il y a un business multinational, vraiment, d'habitude, tu fais un lancement dans un pays et après tu vas le faire dans tous les autres pays. Il faut vraiment prendre de début tout ça en compte. De l'autre chose, dans le passé, c'était vraiment un thème de département. C'était régulatoire qui s'en occupait, c'était leur sujet. Mais nous, avec tous les changements, ça doit être un sujet porté au niveau des COMEX. C'est vraiment un cyber topic. Si on avait parlé de PPWR, il y a plein de measures, plein de key requirements qui sont in-market access conditions. Ça veut dire que tu ne peux pas mettre ton truc dans l'avenir sur le marché si tu ne vas pas remplir cette condition-là, si tu ne vas être pas compliant. Il faut que les gens au top des business vont connaître comment c'est important le topic d'emballage aujourd'hui, plus que jamais. Et la dernière chose, aussi très très importante, ce n'est pas la peine d'approcher par ici, par là, il faut faire un changement par ici, par là. Ça ne marche pas comme ça. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut, à mon avis, créer une stratégie d'emballage où est-ce que tu prends en compte tout ton portfolio et tu vas voir exactement comment tu vas changer ton portfolio, comment tu prépares ta boîte pour l'avenir, comment tu ramènes ça au COMEX pour leur montrer, pour avoir tout leur support, et aussi comment tu vas pousser ça. Mais beaucoup plus stratégique que très, très tactique. Pour résumer, c'est vraiment l'agilité qu'il faut changer. Il faut changer aussi le mindset, il faut changer plein de choses en effet dans le pensée pour tous les gens, à mon avis, qui touchent l'emballage aujourd'hui. Et pour finir, la dernière chose de mon côté, je pense qu'il faut vraiment surveiller de très près les choses que vous voyez là. Le traité mondial sur la pollution plastique, il y a encore un meeting prévu en novembre. PPWR, le final voting, très très important comment ça va finir, comment ça va aboutir, et ça va aboutir. Et la dernière chose, directive sur l'allégation verte. Parce que même si tu fais le changement, il faut faire aucun gaffe, tu ne peux pas faire le greenwashing, il faut vraiment payer d'attention, il faut être très attentif à qu'est-ce que tu peux dire, c'est quoi ton emballage, pour faire en sorte que tu fais les bonnes choses, mais tu communiques aussi de manière véritable les choses. Claims, packaging claims is going to be a huge topic in the future. Et encore quelque chose, même si on bat, il faut vraiment prendre ça encore, la législation secondaire du PPWR et encore la législation nationale. Pour finir là, c'est un changement comme jamais vu en effet. L'ingénieur d'emballage, en top de tout, en plus de tout ce qu'il faut aujourd'hui, parce qu'il faut faire de sustainability, il faut faire d'optimisation, mais non, il doit connaître les lois. La matière, ça devient complexe, mais par contre, la matière, ça peut être vraiment des game changers. Des gens qui peuvent vraiment changer l'industrie, qui font de bonnes choses pour leur boîte, pour les gens et aussi pour la planète. Et je vais passer aussi le micro à Philippe. Merci beaucoup, Marius. Non, c'est de... Alors, Philippe, on vient de voir l'aspect législatif. Moi, j'ai une question quand même à vous poser. D'ailleurs, je vais vous la poser à tous les deux. Pour terminer, demain, vous voyez comment les choses? Quel est finalement l'avenir du déplastique? Est-ce qu'on pourra se passer de plastique dans l'avenir? J'aurais bien de mal à répondre à cette question, et surtout il ne m'appartient pas à moi de donner cette réponse. En tout cas, ce que j'aime bien dire, moi, c'est que c'est aussi impossible de dire qu'on peut se passer du jour au lendemain de plastique que de se dire qu'on n'a pas que de nier qu'on a un problème avec le plastique. On a vraiment, on est quelque part coincé entre ces deux injonctions, et notre travail en tant que société, en tant que société d'être humain, mais travail en tant que metteur en marche, en tant que quelle que soit votre partie prenante à vous dans l'art du packaging, c'est réfléchir. Et je pense que l'association de ce qu'on s'est dit, la prise de conscience par la société des enjeux liés au plastique, amène ces surplus de régulation. Et c'est à nous, et en particulier dans l'emballage... Ça porte la transition, en fait. C'est à nous, en tant qu'emballage, de prendre ça, parce qu'on voit que si on ne réagit pas, la législation va continuer à s'intensifier. Donc il ne faut pas résister, il faut accompagner cette transformation.
Vous pouvez passer, c'est pas la peine de montrer cette photo, ça c'est Vous pouvez revenir avec le petit, c'est parce qu'en fait, voilà, ça a été appuyé. Vous pouvez revenir en arrière sur. Je ne sais pas pourquoi voilà. ça. Je cherche pas à faire sur cette slide, on peut revenir en arrière normalement. Pourquoi est-ce qu'on Parce que ça a été, vous avez dû appuyer mal. Est-ce qu'on peut en régie, est-ce qu'on peut revenir sur une slide autre que celle-là? Ils sont en train de le Merci. faire. Merci, c'est très bien ça. On voit que cette législation, elle vient du fait de la réaction de la société et il y a un contrôle assez dynamique de cette partie-là. On s'en sortira tous collectivement, aussi bien en tant que citoyen, en tant que consommateur et en tant que professionnel, en réagissant et en changeant et en acceptant que ce changement il est nécessaire, pas en résistant. Donc, je vais passer la main à Marius parce que Marius était très modeste, mais Marius met en place des outils hyper intéressants pour vous aider à faire cette transition-là. Et je pense que c'est intéressant. Donc Marius, à toi, je te repasse la parole. Merci très très bien Philippe. Qu'est-ce que j'aimerais ajouter là? En effet, dans l'avenir, je pense que l'avenir, ça va être circularité. Je pense que l'avenir, c'est réduire le carbon footprint, très très important là. Et il n'y a pas de silver bullet en sustainability. Il n'y a pas de solution parfaite. Qu'est-ce qu'il faut faire, à mon avis? Il faut vraiment collaborer. Il y a plein de consortiums, plein de forums. Ensemble avec la filière, voilà, avec très, tous les très acteurs. importante, parce que si la filière n'a pas une vision d'ensemble, tous vont partir dans différentes directions. Ça va faire plus de mal que de bien. C'est à cause de ça que la filière, ça doit bouger dans une bonne direction, dans une bonne vision. Parce que l'emballage, quand même, nous on est de grands emballages, on a vraiment le bénéfice. On a tellement d'applications médicales où est-ce que ça utilise, on ne peut pas faire sauf le plastique. C'est à cause de ça que vraiment il faut faire toute cette action-là pour circularité, pour carbon footprint. Et encore pour finir, pour revenir à ce que Philippe avait dit, c'est à cause de ça qu'on a mis la plateforme, le 360 Pack Expert. C'est exactement pour faire cette collaboration, lier les brand owners, les gens qui ont besoin de solutions, avec le fournisseur de solutions. Comme ça, ils se rencontrent. Et ce n'est pas un marketplace, pour être clair. Vraiment, c'est une plateforme pour l'information. Et en plus, là, qu'est-ce qu'on offre qui est très, très important pour brand owners? C'est vraiment un 5-pager per country où est-ce qu'on montre, ça c'est les lois, ça c'est Food Direct Contact, Ink Regulation, Packaging and Packaging Waste, BANS, vraiment pour comprendre très, très synthétique. Pas avec regarder son temps de pêche. Non, quelque chose de très simple. Est-ce qu'il peut voir si je développe un emballage dans quelques pays, c'est ça la loi que je dois garder. Et ça c'est vraiment une super chose parce que pour avoir fait ce métier de développeur d'emballage, c'est clair que faire face à une législation changeante aussi rapidement, on a besoin d'expertise. Et ce que tu proposes, ça va mettre en lien à la fois une connaissance de quel besoin local, plus des manières d'y répondre. Je suppose que ça va vachement bien marcher parce qu'on a besoin de ça dans le futur pour faire face à cette modification sans fin de la législation. D'une manière simplifiée. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant d'avoir des questions du public? Je pense que le métier de développeur d'emballage va être plus passionnant dans les 10 prochaines années qu'il ne l'a jamais été jusqu'à présent. Marius? Je suis très, très optimiste qu'il faut faire des changements, qu'on va aboutir de faire des changements. Mais par contre, je fais un appel à tous les gens d'emballage. Il faut prendre leur rôle comme une mission, en effet. Ce n'est pas un simple job. Il faut vraiment mettre leur cœur pour faire les meilleures choses, en effet. S'ils ne font pas pour eux, il faut qu'ils font ça pour leurs enfants, bien pour l'avenir. C'est ça leur legacy. Pour les prochaines générations. Exactement ça. C'est maintenant qu'il faut le mettre en place. C'est un très beau mot de conclusion. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur a une question. Alors, on va vous donner le micro. Ouais, c'est sympa. Merci. Merci beaucoup. Je vais vous demander de vous lever, de vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Pierre Cospin, en la supply chez Maître Laitier du Cotentin. J'ai vu que la régulation était très complexe et je me posais la question, est-ce que vous avez identifié des cas où, entre un pays et un autre, j'ai beau tout respecter dans un pays, je deviens incompatible sur un autre? Alors, ça c'est une question très précise. Oui, en effet, oui, il y a des choses comme ça, en effet, parce que par exemple, le Triman logo. Le logo, c'est pour la France, mais ce n'est pas pour d'autres pays. Ça veut dire que c'est vraiment très, très spécifique pour un pays là.
Il y a encore aussi le Single-Use Plastic Directive qui est appliqué d'une façon ou le timing d'un pays et il est appliqué d'une autre façon dans d'autres pays en effet. Oui, il y a des choses où est-ce que parfois tu dois avoir besoin, c'est pas seulement par la loi en effet, des différentes solutions, mais si tu trouves un emballage par exemple, tu peux être compliant avec la loi, mais à la fois un emballage dont type il est recyclé dans un pays, mais le même emballage il n'est pas recyclé dans notre pays. Ça veut dire, je ne m'aimerais pas dire exactement de plastique, mais il y a, par exemple, tu cherches un emballage plastique dans un pays, il y a plus de polyéthylène, dans notre pays, par exemple, plus de polypropylène, en effet. Il y a vraiment des choses qui sont différentes dans les lois, dans un pays par rapport à l'autre. Par exemple, en EPR, tu peux payer quelque chose dans un pays, mais complètement différent d'autres pays. Si tu payes en Belgique pour un emballage flexible, quelque chose, ça peut être complètement différent dans notre pays, dans l'Europe toujours. Par exemple. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur a une question. Je vous en prie, je vais vous demander de vous lever et de vous présenter. Charles Diplot, secrétaire exécutif de l'Association des professionnels d'emballage de Côte d'Ivoire en Afrique. Alors, ma question s'adresse à Marius. Concernant le 360, cette plateforme-là, c'est une plateforme associative ou c'est basé... est-ce que c'est une institution? Voilà, c'est la question que je voulais poser. Non, c'est vraiment ton idée, c'est comme une start-up, c'est mon idée. On travaille pour des grandes marques plus que de 20 années. J'avais rêvé d'avoir quelque chose comme ça. Parce que tu n'as pas, comme ingénieur emballage, nous on est très niche, vraiment niche. Notre industrie, c'est un peu spécifique. Il y a des places comme ça pour marketing, il y a des places comme ça pour supply chain. On avait pensé qu'il faut vraiment pour emballage faire en sorte où est-ce que c'est... Dans le passé, on dit que tous les chemins vont vers Rome, en Italie. On voudrait dans l'avenir, en effet, tous les chemins vont vers cette plateforme-là. C'est ça l'idée. C'était vraiment dans l'idée issue d'un problème, en effet. Merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a une dernière Merci beaucoup pour la question. Apparemment non. Mais on vous remercie beaucoup pour cet éclairage. On peut continuer la discussion d'ailleurs en dehors de la scène, mais on peut vous remercier, vous applaudir. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention.